Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Abolition du PEC, le point de vue de la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore. La Nouvelle Société nous parle de sa programmation à venir. Et la tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff débarque à Joliette. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Un dossier qui fait parler dans les derniers jours, c'est l'abolition du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Pour plusieurs, cette abolition inquiète et pour le Parti québécois, la région de la Lanaudière n'y échappe pas. Le Parti québécois y voit une grande injustice et réclame une clause grand-père. J'ai pu en discuter avec la députée de Terrebonne au sein du Parti québécois, Catherine Gentilcore. On l'écoute. C'est sûr qu'on entend beaucoup de choses circuler. C'est un sujet qui n'est pas simple. Donc, je vais essayer le plus possible de ramener ça à un discours qui est clair, qui est cohérent, parce que, bon, il y a plusieurs ramifications, puis c'est facile de s'y perdre. Donc, je pense tout d'abord que c'est impossible d'avoir un débat qui est cohérent sur le PEC si les intervenants, entre autres plusieurs maires du Québec, là, qui demandent une clause de droit à qui, explique pas à qui puis à combien de personnes ça va s'adresser. Donc, on a besoin de parler en langage clair, on a besoin de chiffrer ce qu'on souhaite obtenir. Et comme ça, tout le monde peut partir sur les mêmes bases pour discuter. Ça, c'est la première chose. Donc, les maires, entre autres, j'en parlais, doivent être plus précis dans leurs demandes parce qu'en ce moment, ils font des demandes qui ne sont pas chiffrées, qui ne sont pas précises et on pense que ça éclairerait vraiment le débat. En fait, ils ont la nécessité d'aller plus loin dans leur réflexion pour qu'on puisse s'y pencher. Puis d'ailleurs, ce sont les premiers, là, les maires, à voir l'effet des augmentations de la population dans leur ville, tant sur la pénurie de logement, l'accès aux services de santé qui se dégrade également. Donc, ils sont les premiers à voir ça. Donc, bref, ça, c'est pour ce qui se passe le plus dans les derniers jours. Mais nous, du côté du Parti québécois, notre position, elle demeure inchangée depuis 2024. En 2024, on a déposé un plan en immigration qui était très étoffé, qui fait 97 pages bien tassées. Et dans ce document-là, ce qu'on préconise, nous, c'est un moratoire sur l'immigration économique qui est permanente à l'international pour concentrer nos efforts sur l'octroi de la résidence permanente aux personnes qui sont déjà ici sur le territoire au Québec. Donc ça n'a pas changé. Première prémisse. Ensuite de ça, en ce qui concerne le PEC, on l'a dit et je vais le redire, on est ouvert à octroyer des clauses grand-père pour les immigrants temporaires qui relevaient du programme québécois. Donc, c'est le PTET. Donc, parce qu'on trouve ça important de tenir notre parole évidemment, aux gens qu'on a accueillis à travers ce programme québécois-là. Donc, ceux qui se trouvaient déjà sur le territoire dans le cadre du PTET au moment où la suspension du PEC s'est faite, ces gens-là pourraient rester avec nous au Québec. Donc, ça, c'est important de le noter. C'est la position qu'on a depuis quelques jours et c'est à ça qu'on se tient. Mais c'est important de ramener des priorités qui sont claires par contre. Les immigrants qui sont installés en région, ceux qui occupent des emplois dans des secteurs confrontés à une pénurie de main-d'œuvre, là, on en connaît plusieurs secteurs d'activité où il y a une grave pénurie de main-d'œuvre. Ben, nos chiffres, on estime ça à environ 30 000 personnes. Là. Fait que, tu sais, en mettant ces priorités-là, en disant qu'on permet aux gens qui étaient sur le PTET, donc le programme québécois, de rester en place, c'est autour de 30 000 personnes. Donc, nous, on a chiffré notre proposition. Notre position, elle est là, elle est claire par rapport à ça. Puis, on s'est engagé dès 2024, de toute façon, dans notre plan en immigration, à prioriser l'accès à la résidence permanente pour les immigrants économiques qui sont déjà présents sur le territoire. Donc, tout ça est en parfaite cohérence avec ce qu'on avait déjà proposé là, en 2024. J'ai aussi pu questionner Mme Gentilcore quant au dossier prioritaire pour la députée et son parti à Québec et les dossiers qui concernent la circonscription de Terrebonne. Voici sa réponse. Donc, évidemment que c'est un contexte particulier, cette session-ci, hein, parce que là, le premier ministre a annoncé qu'il quittait. Il y a une course à la chefferie du côté de la CAQ, il y a une course à la chefferie du côté du Parti libéral du Québec. Quelle légitimité aura M. Drainville ou Mme Fréchette
lorsqu'ils seront nommés comme premier ministre du Québec, parce qu'ils n'auront pas été élus dûment par les citoyennes et les citoyens. Donc, à voir ce qui va se passer avec ça. Mais nous, on garde le cap. On continue à faire des propositions solides aux Québécoises et Québécois. On se présente comme étant l'alternative à ce gouvernement-là qui est complètement dépassé. Avec la CAQ, c'était fiasco par-dessus fiasco, manque de prévision. Encore là, ça s'entre-déchire en ce moment pendant la course à la chefferie. Les deux candidats à la chefferie dédisent quotidiennement les positions qui ont été prises auparavant par le premier ministre et par leur parti, par leur gouvernement. Donc nous, on tient le cap, on continue de demander à la CAQ de rendre des comptes. On fait des propositions fortes en habitation, pour le coût de la vie également. Là, aujourd'hui, je vais poser une question sur l'accès à la propriété, qui est un enjeu important dans Terrebonne, entre autres. Les jeunes familles qui occupent de bons emplois, qui ont de bons revenus et qui sont incapables d'accéder à la propriété. C'est la première fois qu'une génération n'a pas le même accès à la propriété que la génération précédente. Donc, c'est une injustice, en fait, générationnelle historique à laquelle il va absolument falloir remédier quand si on est au gouvernement, si les Québécois nous font suffisamment confiance pour nous nommer au gouvernement. Donc, transport en commun également, manque flagrant de transport en commun à Terrebonne comme dans les régions du Québec. Ça se taille encore une fois du côté de la CAQ, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, il y a de nombreux dossiers sur lesquels il faut continuer à travailler, puis qu'il faut marteler aussi, puis sur lesquels il ne faut pas lâcher non plus les baskets du gouvernement parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est quand même eux qui gouvernent le Québec, là. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Alors que la saison hivernale de la Nouvelle Société est en cours, nous recevons Valérie Cusson, coordonnatrice programmation et développement artistique, afin de parler de cette programmation très variée. Bonjour à vous. Bonjour Charles. D'abord, parlons de la programmation Ciné-TVT qui revient pour une autre année. Oui, alors on a une sélection vraiment variée cette saison, à la fois des productions québécoises et 2 films internationaux. On est particulièrement fiers de présenter cette saison-ci 2 productions de réalisateurs autochtones, dont une fable fantastique du réalisateur Zacharias Kunuk, qui est présentée dans sa langue originale en Inuktitut avec sous-titres français. Puis à la fin de la saison, un documentaire de Kim Obom-Sawin le 1er juin. Comme à l'habitude, on reçoit notre public fidèle du Ciné-TVT en compagnie de notre médiatrice Nadine Aswad, qui est une mascouchoise, qui est accompagnée à chaque fois d'invités experts qui viennent approfondir le sujet, répondre à des questions du public. La prochaine présentation, c'est lundi prochain, le 16 février. On présente un film français, L'Aventura, avec Philippe Catherine. Et petite surprise, cette année, on a décidé de donner un petit bonbon à notre public, des courtes présentations, des courts-métrages qui vont précéder certaines représentations, et c'est le cas pour L'Aventura la semaine prochaine. Il y a aussi la série Mouvement là, qui va débarquer à Terrebonne. Exactement. Donc, on poursuit notre volonté de présenter de la danse, du cirque à notre public. Le prochain spectacle qui nous visite dans cette catégorie-là, c'est L'âme du poète de notre trésor national, Margie Gillis. C'est un spectacle basé sur l'œuvre de Gilles Vigneault. Donc, 2 artistes extraordinaires qui se rencontrent dans ce spectacle qui allie 9 danseurs extraordinaires et les paroles de ce célèbre poète. Et suite à ce spectacle, 3 semaines plus tard, le 19 avril, on reçoit Norme du groupe Agathe et Adrien. C'est du cirque en toute simplicité, en toute douceur, très minimaliste, mais qui vient questionner
nos propres biais cognitifs par rapport au rôle et au genre qu'on se donne dans la société. Donc, on invite notre public à nous visiter à ces 2 occasions-là pour voir les corps en mouvement. Et à cette offre, oui, très variée, s'ajoute la légende des tannants avec les rendez-vous des tannants qui approchent à grands pas. Oui, c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur cette année. La Nouvelle Société a invité la conteuse Camille Deslauriers-Ménard à nous visiter, à résider chez nous pendant la semaine. Elle sera sur place à tous les jours pour créer une œuvre spécifiquement pour le festival. Donc, on invite le public de Terrebonne à participer à cette œuvre-là. Donc, c'est une chance incroyable de faire votre marque dans le paysage de la culture de Terrebonne. Il y a des ateliers qui sont offerts les 22, 24 et 25 février prochains dans le cadre du festival, dans lequel les participants pourront élaborer des personnages qui se retrouveront dans le spectacle qui aura lieu le 1er mars prochain, à la dernière journée de notre Festival des Tannants. Et parlons-en rapidement du Festival des Tannants, puisque, en fait, on a une entrevue la semaine prochaine avec le porte-parole. Oui, avec notre cher porte-parole qui nous donne de la vie. On a très, très hâte de présenter le festival la semaine prochaine. Il y a du théâtre, de la danse, des déambulatoires, des ateliers, de la marionnette. Et tout ça se déploie, disons, sur le campus de la Nouvelle Société. On anime le théâtre du Vieux-Terrebonne, le Moulinet, les sites extérieurs. Et on va même au Collège Saint-Sacrement pour certaines représentations. Donc, on invite le public à visiter notre site web, nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur les spectacles et réserver les billets pendant qu'il y en a encore. Puis cette année, on a une nouveauté au festival. On a un passeport pour les plus férus de culture. 5 spectacles pour un coût de 50 $. Très, très avantageux. Super. Merci beaucoup, Mme Cusson. Et on invite les gens à être des nôtres la semaine prochaine pour l'entrevue complète avec le porte-parole Pascal Morissette. Merci. Plusieurs points sont à surveiller du côté d'Ottawa, dont la situation des aînés et le projet du TGV. J'ai pu m'entretenir avec le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie, à cet égard, et parler de dossiers qui concernent le territoire lanaudois. On l'écoute. Donc là, présentement, on est en train de travailler sur C15, qui est la loi du budget, le budget de l'automne dernier, mais là, tous les détails, ça se retrouve dans 600 pages, puis ça progresse présentement, c'est en comité. Donc, il y a beaucoup de dépenses là-dedans. Par exemple, il y a un 13 milliards pour Maison Canada qui va soutenir la construction de logements abordables. Mais il y a aussi une clause qui vient enlever toutes les mesures de contestation pour les expropriations dans le cadre du TGV qui va passer dans la Naudière, qui va passer dans les Laurentides, dont à Mirabel, qui va se rendre jusqu'à Québec. Donc, on est préoccupé par ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments là. Le gouvernement a déposé le projet de loi C20 qui est sur Maison Canada, là, construire la société d'État à ce niveau-là. On était censé commencer à en discuter hier, mais avec le drame qui est survenu en Colombie-Britannique, c'est repoussé à lundi, mais on ne siège pas la semaine prochaine, donc à lundi de la semaine d'après. Donc, moi, je porte-parole logement, donc je travaille beaucoup là-dessus présentement. Sinon, on avait au bloc notre journée d'opposition. On a demandé, dans le cadre des expropriations avec le TGV qui s'en vient, on a demandé que le gouvernement finisse enfin par s'excuser pour les expropriations qu'il y avait eu à Mirabel là, à la fin des années 60, début 70. Ça avait été fait de façon sauvage, barbare. Ça a ruiné des vies et des maisons qui ont été brûlées alors qu'on avait exproprié 10 fois plus que nécessaire. Puis on a aussi présenté un projet de loi là, pour le pouvoir d'achat des aînés. On se souvient, le gouvernement
n'ajustait pas à l'inflation la pension de sécurité de vieillesse. Nous, on le demandait. Il a fini par le faire, mais juste pour les aînés de 75 ans et plus, ce qui crée 2 classes d'aînés. Donc, nous, on demande que ce soit une classe d'aînés dès 65 ans, que la pension soit bonifiée de 10 % comme ce que reçoivent les 75 ans et plus actuellement. Avant les dernières élections, là, on l'avait presque eu. Ce projet de loi-là avait cheminé à toutes les étapes en chambre. On était rendu à la fin. Puis là, il y a eu les élections, fait que c'est tombé. Fait qu'on ne se décourage pas, on recommence. On le sait, on est capable de faire des gains. On a une loi qui s'assure que nos agriculteurs, agricultrices qui sont protégés par la gestion de l'offre, que la gestion de l'offre, ça ne soit pas mis sur la table dans les renégociations de l'accord commercial avec les États-Unis puis le Mexique. Donc, c'est le Sénat, elle l'avait fait mourir. Il y a eu les élections, puis là, on a réussi à l'adopter printemps dernier. C'est les mêmes ministres que sous Justin Trudeau, c'est la même gang, mais il est quand même assez différent. Bon, il reste autant dépensier, là, même, on se souvient, là, dans le budget, c'est 78 milliards de déficit. C'est le double de sous Trudeau, ça le fait passer pour la sœur économe du couvent, ce qui n'est pas peu dire. Donc, très dépensier, mais moins social. Là, il veut plus, on attend là, incessamment sa stratégie militaire, comment ça peut stimuler les industries d'ici, mais il va y avoir beaucoup de dépenses. Il y a les baisses d'impôts, mais il y a aussi, il coupe là, dans la lutte aux paradis fiscaux. Ça, c'est mon combat personnel là, depuis que je suis en politique. Mais là, avec l'OCDE, avec le G20, Ottawa avait mis en place une taxe pour les géants du web, là, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, parce qu'ils ne payent pas d'impôts, sont dans les paradis fiscaux. Mais Carney a enlevé ça le printemps passé. Il a aussi fait en sorte que le G7 exempte les États-Unis, les entreprises américaines qui sont cachées dans les paradis fiscaux d'un impôt minimum mondial de 15 %. C'était une première, mais ça, il a fait reculer le G7 là-dessus, donc c'est peu appliqué. Puis, au bizarre, l'entreprise qui dirigeait avant de venir en politique, la géante Brookfield, a déménagé son siège social de Toronto à New York, puis dans les paradis fiscaux au coton. Fait que là, on va être exempté de ça. Donc, on va continuer à creuser là, au niveau de l'éthique, le premier ministre, quand il prend des décisions économiques. Jusqu'à maintenant, très souvent, ça vient aider l'entreprise où il y aurait possiblement là, de plusieurs dizaines de millions en avoir personnel encore. Pour l'anneau d'hier, on est venu protéger la gestion de l'offre pour les agricultrices, agriculteurs. On va quand même rester vigilant dans les renégociations avec Donald Trump parce qu'on sait qu'il n'aime pas ça, la gestion de l'offre, alors que, selon moi, c'est le meilleur programme pour protéger les agricultrices et agriculteurs. Là, il y a le tracé du TGV Alto qui vient passer sur les terres agricoles et possiblement dans des quartiers de banlieue puis des villes, là, notamment Terrebonne, mais un peu partout. Puis là, pour l'instant, le tracé, on ne l'a pas. On a un corridor de 10 km de large. Pas de long, là. C'est 10 km de large. Ça, dans l'anneau d'hier, ça peut faire des ravages. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Fait qu'on travaille avec le monde pour dire, on est pour le TGV, là, c'est un bon projet, mais il y a la manière, la façon de faire. Là, tout le monde est dans l'incertitude. 10 km, ça va-tu passer sur ma terre? Est-ce que si le train passe dans le milieu de ma terre, je vais-tu avoir accès à aller à l'autre bord? Là, le gouvernement qui veut suspendre toutes les mesures de contestation pour le prix puis la façon de faire les expropriations, est-ce que ça va passer? C'est dans le projet de loi du budget. Pour nous, ce n'est pas acceptable. Donc, on travaille avec le monde sur le terrain pour ça. Évidemment aussi, il y a toute la question des travailleurs étrangers temporaires qui, Ottawa ne permet plus qu'ils renouvellent leur contrat après 2 ans de travail. Ça vient à échéance. C'est des drames familiaux. Nous, dans nos bureaux de comté, on est débordés de ça. Mais c'est des drames pour l'OPME aussi, là, par exemple, en métallurgie, des soudeurs, des machinistes, des opérateurs. Puis dans plusieurs autres secteurs, il y a beaucoup de drames qui se jouent actuellement. Est-ce que le gouvernement va entendre les besoins du terrain de l'anneau d'hier? C'est ce qu'on regarde. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu.
La tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff sera de passage à Joliette, au Centre culturel Desjardins, le 25 février 2026. Dans ce cadre, ma collègue Naila Hood a pu s'entretenir avec le producteur de la tournée québécoise. On l'écoute. Le Festival du film de montagne de Banff a lieu donc depuis 50 ans et il se déroule dans l'Ouest canadien, dans la ville de Banff, bien sûr, à la fin octobre, début novembre. Et c'est un événement à caractère compétitif. Donc, ça sous-entend qu'il y a des réalisateurs d'à travers le monde qui peuvent soumettre leurs films. Et c'est autant destiné aux professionnels, mais aussi aux amateurs. Donc, le festival dure une dizaine de jours. Cette année, il y avait 540 films quand même qui ont été soumis à la sélection officielle. Et de ce nombre-là, il y en a seulement 87 qui ont été présentés. Donc, on en reçoit beaucoup. Puis au final, on en présente peu, donc ça a un gage de qualité. Et après ça, ce festival-là ben, fait une tournée à travers le monde dans 45 pays. Alors moi, je m'occupe principalement de la tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff, donc au Québec, dans 23 villes, 40 représentations, dont bien sûr Joliette. Donc, une soirée type du Festival du film de montagne de Banff qui est présenté au Québec, ben, cette année, elle est composée de 7 films. Donc, les films vont de 5 minutes à environ 38 minutes. Et bien sûr, quand je fais la sélection, ben, pas j'espère, mais c'est même une obligation d'avoir une variété dans le thème. Donc, est-ce que c'est du ski? Est-ce que c'est du vélo? Est-ce que c'est de l'escalade? Puis évidemment, une variété en termes de tournage géographique. La question qu'on me pose souvent, est-ce que j'ai des films préférés? Je vous dirais, le gros enjeu, des fois, c'est en fait, vu qu'on en a beaucoup maintenant, c'est moins de les choisir que des exclure. Parce qu'il y a tellement de bons films, alors que quand arrive le temps de choisir une programmation d'environ 2h15, 2h20, ben, ce qui crève le cœur un peu, c'est de mettre des films de côté. Si on revient au film que j'ai choisi cette année, ben, c'est sûr qu'il y en a. Évidemment, c'est tous des coups de cœur, mais si j'avais à parler de deux ou trois avec le temps qui nous est donné, il y a évidemment le film des Québécois. Il y a un groupe d'aventuriers, hommes et femmes. Leur nom d'expé ou de groupe s'appelle Expédition Accord. Ils ont fait un film extraordinaire qui s'appelle Horizon parallèle, qui relate une traversée d'ouest en est du Canada à travers les territoires durant 140 jours. Donc, ça s'est fait en vélo, à pied, en canot, en voilier. Ensuite de ça, ben, il y a un autre film qui, à mon avis, est très bon parce qu'il est tourné en Patagonie, donc au Chili, qui relate une grande expédition d'escalade sur ce qu'on appelle des big walls. Un big wall, c'est un mur qui est très haut, tellement haut qu'on doit dormir sur le mur d'escalade pendant 2 à 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment spectaculaire. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que les protagonistes dans le film, ils se prennent pas trop au sérieux. Puis c'est vraiment, même si on avait une palme à décerner pour le film qui est teinté d'humour, c'est assurément celui-là. Et tous les autres, je les aime beaucoup. Celui de ski qui est tourné à Whistler, dans l'Ouest canadien, il est très court, mais très intense. Le film de vélo de montagne qui a été tourné au Népal tout autant, c'est un film de 6 minutes. Donc, chacun des films a sa personnalité. Et puis, évidemment, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Festival du film de montagne de Banff, je pense que la meilleure chose avant d'acheter là, un billet pour la représentation du 25 février à Joliette, c'est vraiment d'aller sur le site web banffquebec.ca. Puis de cette façon-là, ben, avant d'acheter votre billet, ben, les gens peuvent voir les films, il y a des photos, il y a une description, puis il y a aussi des vidéos. Mais évidemment, on apprend sur la culture d'un pays, on apprend sur sa fragilité aussi. Mais que vous soyez à Joliette, à Montréal, à Québec, à Rimouski ou à Jonquière, ben, je pense que les audiences qui se déplacent pour voir le festival du film de montagne de Banff, c'est une soirée qui est très divertissante, mais c'est aussi une soirée qui est très inspirante parce que les femmes et les hommes qu'on voit dans les expés, ben, ça demande quand même de la détermination, du courage, de la persévérance pour faire ce qu'ils font. Évidemment, il y a des risques, mais ce sont des experts, donc les risques sont contrôlés. Donc, je crois qu'on va chercher là-dedans d'abord une belle soirée divertissante qui nous permet de décrocher de notre vie régulière, de ce qui peut être un peu troublant, un peu trop banal, parce que moi, quand je fais la sélection, j'essaie vraiment de trouver des choses qui sont
hors de l'ordinaire. Donc, on oublie un peu notre quotidien. Puis d'ailleurs, d'année en année, il y a toujours de plus en plus de monde, systématiquement dans toutes les villes où est présenté le Festival du film de montagne de Banff. C'est la même chose pour Juliette. Alors que les Jeux d'hiver 2026 battent leur plein, la délégation canadienne compte 3 athlètes lanaudois. Et pour en discuter, je reçois Naila Hood. Naila, oui, parlons de tous ces athlètes qui sont présents là, aux Olympiques d'hiver. Oui, le premier, c'est Steven Dubois, qui vient de Terrebonne, originaire à Lachenay. Il est médaillé là, olympique de 2022 en patinage de vitesse courte piste. Et puis là, récemment, là, cette année, en 2026, il a décroché la médaille d'argent au relais mix de 2000 mètres sur courte piste avec son équipe composée là, de Félix Roussel, William Danginou, Courtney Sarro, Florence Brunel et Kim Boutin. Ce mardi 10 février, ils ont gagné cette médaille-là. Et puis, là, ces prochaines compétitions là, vont être le 500 mètres du 16 et 18 février, le 1000 mètres le 12 février, le 1500 mètres le 14 février et le relais 5000 mètres le 16 et fin février. Donc, à voir s'il va peut-être gagner une médaille cette fois-là. Le deuxième, c'est l'athlète Arnaud Gaudet de Montcalm là, qui a pris part à l'épreuve du slalom géant en parallèle en snowboard. C'était donc le 8 février là, que l'athlète de Montcalm est passé à 3 centièmes de seconde de gagner son duel des quarts de finale de slalom de parallèle de snowboard, ce qui aurait ensuite le permis de se battre pour une place sur le podium. Mais malheureusement, il a finalement complété la compétition en 6e place. Et parlons de la 3e athlète originaire de Saint-Ambroise en snowboard cross. Oui, la 3e, c'est Audrey McManiman de Saint-Ambroise qui a pris part à l'épreuve de cross en snowboard. Puis, il sera possible de la voir là, aux compétitions féminines de snowboard qui sont le 13 février prochain, donc demain. Puis, elle a partagé là, sur ses réseaux sociaux son bonheur d'être nommée au sein de l'équipe canadienne pour les Jeux d'hiver cette année. Puis, elle est vraiment extrêmement reconnaissante là, envers elle-même et aussi tous les gens qui l'ont aidée là, et qui l'ont entourée afin de surmonter ces nombreux défis qui se sont dressés sur son chemin. D'ailleurs, il s'agit là, de la 2e participation des Jeux olympiques d'hiver pour les 3 athlètes. Puis, finalement, le Canada ne détient toujours pas de médaille d'or, malheureusement, pour ces Jeux d'hiver, mais on cumule 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze pour l'instant. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.